Bonjour à tous. Alors vous avez été des centaines à vous connecter au live la semaine dernière dont le thème était « Et s'il était temps de prendre un nouveau départ professionnel ?» Comme promis, je consacre le banana tip du jour à répondre aux questions qui sont restées en suspens à la fin de notre séance. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour la bienveillance de vos commentaires, la pertinence de vos questions et puis surtout les super feedbacks que vous m'avez laissés à l'issue du live. Voilà, ça fait juste chaud au cœur. Pour répondre à une question que vous avez été nombreux à poser, j'en organiserai d'autres pour revenir sur des points de détail ou pour évoquer d'autres thèmes au sujet de la réinvention professionnelle. Alors, première question. J'ai l'impression que vous évoquez beaucoup la reconversion pro, mais pas le changement de statut du CDI au freelancing. Est-ce que votre méthode s'adapte aussi à ce genre de nouveau départ? Alors tout à fait, la méthode que je propose, elle est adaptée à toutes les métamorphoses en fait, des plus discrètes aux plus spectaculaires. Alors je vous ai remis à ce titre le schéma que j'avais partagé lors du live pour rappeler toute la variété des métamorphoses dont on parle. Des plus petits pas, avec des choix de mobilité interne par exemple, jusqu'à la reconversion complète où on a l'arrivée vers un nouveau métier, le développement de nouvelles compétences, le lancement d'une entreprise par exemple. Et donc pour répondre à votre question en particulier, le changement du statut de CDI vers le freelancing, ou moi j'aimerais élargir à la création ou la reprise d'entreprise, eh bien c'est un changement majeur, un nouveau départ, et au même titre que d'autres nouveaux départs, il exige d'être plus clair sur ses intentions. Qu'est-ce que je cherche à réaliser avec ce projet, à quoi j'aspire? Et c'est tout ce qu'on a vu avec les exercices de la première étape, des exercices autour de vos valeurs, le décryptage de vos expériences de flow. Il exige également d'être lucide sur son mode de fonctionnement, parce qu'il va falloir que vous soyez sûr de la compatibilité de votre projet, de votre organisation par exemple en freelance, avec votre personnalité, vos habitudes. Ce que j'ai appelé pendant le live, votre cahier des charges. Donc vous allez vous poser une question du type: est-ce que ce mode d'organisation en freelance solitaire ou dans une entreprise à plusieurs répond vraiment à mon mode de fonctionnement? Est-ce que je peux m'épanouir dans ce genre de vie? Et puis enfin, ce genre de nouveau départ, il doit vous permettre de vous assurer de la viabilité de votre projet avec vos besoins financiers, avec l'état du marché, avec vos compétences, celles qui sont déjà disponibles et celles que vous devrez développer demain. Bref, c'est toute la phase qu'on a appelée inventer son modèle économique. Deuxième question. Votre méthode est-elle finançable par le CPF? Malheureusement, pas pour l'instant. Pour obtenir le financement d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, il faut que celle-ci soit éligible. Et depuis le 1er janvier 2019, les conditions d'éligibilité des formations au CPF ont évolué. Les actions de formation, elles sont éligibles si elles sont jugées certifiantes et qualifiantes. Il y a donc un énorme travail administratif à réaliser pour faire enregistrer les programmes de Banana Méthode dans le répertoire national des certifications professionnelles. C'est en cours. Espérons que les démarches aboutissent très rapidement. Troisième question. L'employeur a-t-il une obligation d'accompagner la personne qui souhaite se reconvertir? Alors non, l'employeur n'a pas d'obligation d'accompagner un employé qui souhaiterait se reconvertir. Votre reconversion, c'est d'abord votre projet. Cependant, l'entretien professionnel, qui est bien distinct de ce qu'on appelle l'évaluation annuelle, l'entretien professionnel, ça peut être une bonne occasion d'aborder ce sujet. Alors, je rappelle, l'entretien professionnel, il est prévu tous les 2 ans, il est obligatoire. C'est un rendez-vous entre le salarié et l'employeur qui est destiné à envisager les perspectives professionnelles du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. C'est vraiment le moment idéal pour parler par exemple de validation des acquis de l'expérience, VAE, ou d'activation de son CPF, son compte personnel de formation, pour des besoins de formation. Mais c'est surtout un moment qui a été imaginé pour parler d'évolution professionnelle. Et quand cette évolution, elle passe selon vous par une reconversion, ça peut être pertinent d'en parler à ce moment-là. Pour que ça fonctionne, il me semble que certaines conditions doivent être requises. La première, c'est une relation de qualité avec votre employeur. La deuxième, c'est que le projet de reconversion, eh bien, il doit être acceptable pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il ait envie de l'accompagner sans crainte. Par exemple, il n'y a pas de risque de concurrence directe de votre projet avec l'activité de votre employeur. Et puis la troisième condition pour moi, c'est une attitude constructive d'abord de votre part. C'est-à-dire que vous avez un projet et vous voulez bien faire les choses. Vous anticipez les passations,
vous ne mettez personne dans l'embarras, vous montrez toutes vos bonnes intentions avant d'exiger de l'aide ou un accompagnement. Alors quand ça fonctionne, c'est vraiment fantastique puisque les départs se font en douceur, la transition est rassurante pour tout le monde et on prend le temps de bien faire les choses. Maintenant, il ne faut pas être naïf, dans certains contextes et face à certaines personnalités qui vivent les projets de départ comme des trahisons, il n'y a rien à attendre. Question suivante. Comment se lancer quand on a un job? On le quitte à quel moment? Quelles aides? Alors je crois que ce sont des questions auxquelles, Chloé, vous êtes seule à pouvoir répondre, mais ce que je peux en dire. D'abord au sujet du timing. Il y a un facteur important à prendre en compte selon moi, c'est ce que j'appelle le sentiment d'urgence. C'est-à-dire là où vous en êtes aujourd'hui, à quel point il est urgent pour vous de changer votre situation professionnelle. Si vous ignorez un mal-être qui est devenu intolérable pour vous, presque physiquement, eh bien vous risquez le burn-out. Et je le redis, on ne construit pas sa transition professionnelle en phase de burn-out. En plein burn-out, on prend soin de soi, on essaie de s'en sortir. Et après seulement, on pourra envisager de nouveaux projets professionnels. Alors sur comment se lancer, c'est aussi une question que vous posez, bien ça dépend évidemment du projet. On ne se lance pas de la même façon dans un projet de mobilité interne, où là ça va être souvent une question d'échange constructif avec l'équipe RH et votre manager, ou lorsque par exemple on se lance dans un projet d'entrepreneuriat où il faudra du temps de conception de votre business, de planification de votre activité, de tests auprès de potentiels clients, etc. Et enfin, à votre question sur les aides, eh bien là encore, ça dépend beaucoup de votre situation et de vos besoins. Les aides, elles peuvent prendre une infinité de formes. Accompagnement par une équipe RH, accompagnement par un coach, accompagnement par un psychologue ou juste par des amis bienveillants. Ça peut être des aides financières du type Love Money si vous lancez une cagnotte auprès d'un public. Ça peut être des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi si vous êtes éligible. Ça peut être encore des aides venues d'un incubateur. Question suivante. Comment faire lorsque l'on a déjà lancé un projet et qu'on est en pleine pandémie? Entre parenthèses, vous précisez Sébastien, restauration. Alors cette question me permet d'abord d'adresser toutes mes pensées de soutien aux restaurateurs, aux employés, employeurs des secteurs mis à mal par cette pandémie. Et cette question, c'est aussi l'occasion de rappeler quelque chose d'important. Une fois qu'on a trouvé sa voie, ou en tout cas une voie qui a du sens pour nous, rien ne nous garantit que ce sera facile. Les épreuves personnelles, les phénomènes de marché ne nous épargneront pas. Mais vous avez une force que d'autres, malheureusement, n'ont pas. C'est que vous savez que vous êtes à votre juste place. Vous savez pourquoi vous avez rejoint cette entreprise ou lancé ce projet. Et si cette conviction, même dans la difficulté, elle est toujours solide, eh bien Sébastien, je pense qu'il faut tenir bon et vous battre comme d'autres, parce que ce projet doit survivre à l'épreuve. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Question suivante. Pensez-vous qu'il y ait une limite d'âge pour faire cette remise en question? Alors non, je ne crois pas qu'il y ait une limite d'âge pour faire ce genre de remise en question, et l'expérience me démontre d'ailleurs que ce n'est pas le cas. La seule chose que j'observe, c'est que ce cheminement prend souvent une autre forme, qu'on ait 30 ans ou qu'on ait 60 ans, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque les contraintes en début de carrière par rapport à celles de fin de carrière, elles ne sont pas les mêmes, elles sont très différentes à ces moments de la vie. Mais dans tous les cas, c'est une libération de faire enfin ce qu'on aime. Question suivante, très intéressant mais assez axé je trouve pour les salariés. Quid pour 1 les entrepreneurs et 2 ceux qui ont l'âge de la retraite, merci. Alors bon, la deuxième question sur l'âge de la retraite, je viens d'y répondre. Concernant la première, alors c'est vrai que j'ai souvent tendance à prendre des exemples venus du salariat parce que c'est le mouvement que j'observe le plus en fait, des transitions du salariat vers autre chose. Mais les entrepreneurs aussi vivent des réinventions professionnelles et toute la méthode que j'ai présentée est valable pour eux. D'ailleurs, faire cet exercice permet très souvent à des entrepreneurs d'alimenter leur business model parce que la méthode Business Model You dont j'ai parlé, elle est inspirée des canevas de modèles économiques propres aux entreprises. Et en travaillant sur soi, on travaille finalement, indirectement, à son modèle d'entreprise. Alors, merci pour la richesse de votre partage, et si le métier qu'on identifie n'existe pas encore. Alors c'est vrai, Kelly, que ça arrive souvent. Et dans ce cas-là, j'ai observé plutôt 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'en menant l'enquête approfondie dont je parle dans l'étape 3, certains ont découvert que l'activité à laquelle ils aspiraient, eh bien, elle existait finalement, bien que mal connue, peu répandue ou sous une forme qu'ils n'imaginaient pas.
Donc, moi j'encourage toujours à investir beaucoup d'énergie dans cette phase d'enquête, c'est très important. Sinon, l'autre option, c'est quand le métier identifié semble ne pas exister, eh bien, il faut se demander comment l'inventer. Moi, par exemple, quand il y a quelques années, j'ai découvert, on va dire, ma raison d'être, je n'ai évidemment pas réussi à faire le lien entre ma raison d'être et une fiche de poste qui existerait. Mais en réalité, ça m'était égal. J'ai décidé de faire ce que je pensais juste, accompagner des personnes en quête de sens au travail, et de la façon qui me semblait être la mienne, un coaching selon une méthode que j'ai développée au fur et à mesure. Et en fait, il faut se dire que de nouveaux métiers naissent absolument tous les jours, face à l'évolution des besoins, besoins des individus, besoins des organisations, face à l'évolution des technologies, face à des retournements de marché, et je ne crois pas que ça soit un obstacle insurmontable. Et dans la fonction publique territoriale, est-ce différent ? Alors, je n'ai volontairement pas parlé de secteur d'activité pendant cette conférence, parce qu'en ce qui me concerne, ça ne change rien. Mieux se connaître, se projeter sur de nouveaux possibles, faire des choix et finalement passer à l'action, tout ça reste valable pour tous, quel que soit le secteur. En revanche, pour vous, Maria, à titre individuel, c'est forcément un élément qui compte. Soit parce que travailler dans la fonction publique territoriale, pour vous, c'est un facteur de grande motivation, ou au contraire parce que vous cherchez à en sortir. Si c'est un objectif d'y rester ou d'y aller, ben vos perspectives, elles seront forcément très dépendantes du système qui prévaut dans la fonction publique territoriale. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le dire. Et dernière question, alors vous utilisez plutôt l'approche PNL ou analyse transactionnelle? Question technique pour terminer. Alors pour faire court, moi j'ai obtenu ma certification d'executive coach à HEC. L'école de coaching d'HEC où nous avons justement la chance d'être initiés à énormément d'approches d'accompagnement. Parmi elles, il y a la PNL, la programmation neurolinguistique, il y a également l'analyse transactionnelle, mais il y a aussi la Gestalt, l'hypnose ericksonienne, les inventaires de personnalité type ProcessCom et MBTI, la psychologie positive et beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a fait choisir cette formation. Après, tout m'a vraiment plu et a enrichi ma pratique de coach, ça c'est clair, mais j'ai souhaité dans les années qui ont suivi creuser certains courants et je me suis par exemple formée à des outils de PNL en particulier, vous en avez peut-être reconnu certains, ou à la ProcessCom dont je suis coach certifié. Je n'arrête pas vraiment de me former en fait, et si je pouvais, je me formerais absolument en permanence parce que pour moi il y a tellement à découvrir dans les comportements, les motivations et les façons d'interagir entre nous. Voilà, c'était cette première liste de questions qui était restée en suspens suite à notre live. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les poser, par exemple dans la zone de commentaires de cette vidéo ou encore en m'écrivant à charlotte@bananamethod.com. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.